Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S914 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 décembre 2024. La Story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo, avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Le photographe Olivier Jobard travaille depuis plus de 20 ans sur les questions liées à l'exil, un axe qui l'a souvent mené en Afghanistan. Pendant plusieurs années, il a suivi le destin de Gorban, qui a fui son pays natal en 2010 pour rejoindre la France. Le film Cœur de pierre, co-réalisé en 2018 par le photographe et sa femme, Claire Billet, relate le parcours du jeune homme en tant que demandeur d'asile sur le sol français. L'obtention de la bourse liée au prix de photographie Marc Ladrette de la Charrière, Académie des Beaux-Arts, qu'il remporte en 2022, a permis à Olivier Jobard de poursuivre ce projet au long cours. L'exposition Notre famille afghane, souvenir d'une vie envolée, met en lumière les changements survenus dans le pays depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, ce qui a contraint les 4 frères et sœurs de Gorman à prendre à leur tour le chemin de l'exil. Paradoxalement, les conditions de travail dans ce contexte ne sont pas forcément plus difficiles en tant que photographe, sur place, comme nous l'a confié Olivier Jobard. Les étudiants amis de Merab qui sont maintenant en fac sont désespérés d'une part parce que la fac c'était un endroit où ils pouvaient côtoyer des jeunes filles, ils ne peuvent plus maintenant, et d'autre part parce qu'ils ont assez peu d'espoir, malgré le fait de continuer la fac, de pouvoir avoir un emploi en lien avec les études qu'ils font, parce que économiquement le pays va très mal. Merab était abasourdi de voir que l'endroit où il aimait tant aller avec sa copine pour manger des glaces, j'y suis allé parce qu'il m'avait donné l'adresse, et évidemment dedans il y avait plus que des talibans qui mangeaient des glaces, donc quand il a vu ça il était écœuré. L'endroit où les filles aussi sont allées faire leur premier voyage au lac de Bandamir, qui est un lieu magique où beaucoup de familles se rendaient, est maintenant réservé aux hommes. Et donc, effectivement, je suis allé aussi photographier des talibans sur place. Mais moi, en tant qu'homme, j'ai plutôt été très bien accueilli. Les talibans sont afghans avant d'être talibans, donc c'est l'hospitalité afghane quelque chose d'important à leurs yeux, enfin, dans ce pays, extrêmement important. Et donc, j'ai toujours été extrêmement bien accueilli et on m'a laissé faire toutes les photos que je voulais. D'un point de vue logistique, Olivier Jobard a vu les choses en grand puisqu'il a voyagé avec une chambre photographique. Un objet à la fois contraignant pour passer les portiques de sécurité à l'aéroport, mais aussi une source de fascination auprès des autorités locales. Comme j'ai fait de la chambre, il a fallu que j'emmène plein de boîtes de films qu'il fallait pas ouvrir. Donc c'est quand même des grosses boîtes, c'est des 4-5 inches. Donc j'avais un sac rempli, un sac de voyage rempli de sacs à l'intérieur en plomb pour pas que les rayons X abîment mes films. Et quand je suis tombé sur le plancton taliban de l'aéroport, je lui ai expliqué qu'il fallait surtout pas qu'il ouvre mes boîtes, il comprenait pas. Enfin, c'était un truc pour lui qui n'était pas imaginable. Et donc, il est allé voir le supérieur qui sont venus. Et donc, je leur ai montré la chambre photographique que j'ai dépliée à l'aéroport. Et là, ils ont tous halluciné. Ils étaient très fiers, en fait, que j'ai un aussi bel appareil, aussi gros appareil pour photographier leur pays. Et du coup, ils m'ont laissé passer sans aucun problème, quoi. Quand je leur ai expliqué mais c'est vrai que j'avais, je sais pas, 200 plans films dans des boîtes de 10. Donc, ça représente du volume. Il fallait absolument pas que ces boîtes-là soient ouvertes. Comme beaucoup de photographes qui se sont rendus dans ce pays montagneux, déchiré par les conflits depuis l'invasion soviétique dans les années 80, Olivier Jobard compte bien y retourner, d'autant que son rapport à cette destination et ses habitants relève désormais de l'ordre de l'intime pour lui, puisque sa propre famille apparaît dans son champ photographique, en interaction avec les protagonistes afghans. Avant même un projet photographique, c'est une sorte de relation humaine, familiale presque. Donc du coup, c'est évident que c'est pas fini. L'exposition s'est achevée fin novembre, mais il est possible de se procurer le livre éponyme Notre famille afghane, souvenir d'une vie envolée, publié aux éditions de Juillet. On peut aussi voir le film Cœur de pierre, réalisé par Claire Billet et Olivier Jobard sur Netflix. Ce documentaire, à la croisée des chemins entre l'œuvre de Depardon, l'émission culte Striptease et la série En thérapie, nous plonge dans le quotidien d'un exilé mineur en France dans un foyer d'accueil et toutes les difficultés auxquelles il fait face, notamment administratives, et bien sûr l'éloignement familial jusqu'à l'obtention du bac, puis son retour au pays auprès de sa mère et ses frères et sœurs. Tout cela étalé sur une période de 8 ans. L'ensemble de ce travail photographique et vidéo constitue une œuvre humaniste réalisée sur la durée avec une distance remarquable étant donné la proximité affective de l'auteur avec son sujet.
Pourquoi tu as choisi ce sujet-là, Benjamin ? En fait, il y a plusieurs aspects qui sont en résonance directe avec notre invité du jour. Il y a le fait qu'Olivier soit membre de l'agence Myop. Tu en as fait partie, Pascal. On va d'ailleurs revenir un petit peu plus tard sur ton lien global avec les agences ou les fondations. Il y a le fait qu'il s'agisse de l'Afghanistan, et qui est un pays important aussi dans ton parcours. Tu l'as effleuré tout à l'heure. Tu as commencé à y aller très tôt. Il y a un autre point commun, vous avez tous les deux remporté le prix de photographie Marc Ladrette de la Charrière, remis par l'Académie des Beaux-Arts. Pour toi, c'était en 2020, lui, c'était en 2022. Et puis, il y en a un autre, final, peut-être moins attendu, c'est que cette chambre photographique dont il est question, j'ai cru comprendre que c'était la tienne. Oui, c'est la mienne. À la fin de l'argentique, j'ai acheté une chambre, une Linoff et 2 optiques. Je voulais faire voir ce qu'était la chambre. Donc, je travaillais en positif à la chambre, ce qui est un peu sportif, en reportage. Et puis, je ne l'ai plus utilisé. Je l'avais mis en vente chez un marchand, chez Vincent. Tu connais Vincent M, qui maintenant est rue Sainte-Anne, mais qui était notre voisin à Cosmos. Et puis, il ne l'a jamais vendu. Un jour, il y a un jeune photographe à l'agence, Zen Lefort, qui avait cassé sa chambre. Je lui ai dit, moi j'en ai une, je vais aller la chercher. Je lui ai donné et Zen l'a passé à Olivier. Donc voilà l'histoire de la chambre. Et l'Afghanistan, donc pour toi, c'est une destination assez majeure et tu as rencontré notamment le commandant Massoud et tu es retourné régulièrement. Oui, alors l'Afghanistan, la première fois que j'y suis allé, c'est en 1976, mais en tant que touriste, en tant que visiteur. Et j'ai commencé à y travailler sérieusement lorsque j'étais à Gama en 85, où je suis parti avec les Moudjahidines contre l'invasion russe. Et à l'époque, c'était une expédition assez extraordinaire. C'est-à-dire, on partait 3 mois à pied, la nuit, habillé en afghan. Et donc, c'était quelque chose d'assez important. Donc, toutes les personnes qui ont travaillé en Afghanistan à cette époque et qui ont fait la même chose, que ce soit les humanitaires, les journalistes. On le voit dans la BD, notamment, qui retrace le parcours de Didier Lefebvre. C'était avec Médecins sans frontières, je crois. Oui. Et donc, on a tous gardé un attachement à ce pays, parce que 3 mois au quotidien avec des Moudj, on mange, on dort, on se fait attaquer, on participe vraiment à ce qui était assez rare, à une vie directe avec les combattants. Et comme c'est des gens quand même très sympas et un peu fous, c'était une vraie aventure. Et puis avec une grande injustice de cette invasion russe. Et moi, j'étais avec un ethnologue, Monsieur Barry, qui lui-même faisait une enquête sur les crimes des soldats russes contre la population afghane. Donc, il y avait, vous sortez pas de 3 mois, 1500 km à pied, vous sortez pas d'une telle expérience. Et puis à pied dans les montagnes. Ah oui, et puis ça grimpe et tout. Bon, j'étais plus jeune et tout. Mais donc, j'ai commencé vraiment à travailler à ce moment-là. Et après, j'y suis allé peut-être 20-30 fois, jusqu'en 2022, la dernière fois. Donc après le retour des talibans au pouvoir. Après le retour, j'ai travaillé plusieurs fois avec les talibans. Je pense avoir été un des derniers à photographier les Bouddhas, Bamiyan, avant qu'ils soient détruits en 2001. Ouais, moi je les ai photographiés en 96, mais après ils ont pris la vallée et c'était plus accessible. Et puis j'ai eu la chance de passer au moins 3 semaines au quotidien avec Massoud. Et ça, c'était bien, parce que il était accessible. C'était à nouveau une expérience forte, Alors évidemment, aujourd'hui, c'est dramatique. Le pays se ferme complètement. On retrouve les talibans de 96, parce que j'étais en 96 lorsqu'ils ont pris Kaboul. Et tout se referme. Notamment pour les femmes. Pour les femmes. Là, on en a parlé de manière un peu légère avec Olivier sur le côté accès en tant qu'occidental et la facilité de travailler sur place en tant que photographe, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de guerre dans le pays, donc c'est plus facile, entre guillemets. De se déplacer. Mais pour la population locale, notamment les femmes, l'accès à l'éducation, se balader dans la rue à visage découvert, tout ça, c'est terminé. Oui, et alors, c'est terrible parce que les femmes redeviennent un enjeu de chantage. En 2 mots, qu'est-ce qui se passe ?
quand on redonne le pouvoir aux talibans, on leur bloque leurs avoirs financiers. Plusieurs milliards sont bloqués aux États-Unis. Leur rêve, c'était la même chose qu'en 1996, c'est d'être reconnus internationalement. Et donc, à nouveau, eux ont espéré que cette fois, comme on leur redonnait le pouvoir, qu'ils allaient retrouver une place assez normale dans l'environnement international. On n'a toujours pas rendu l'argent, ce qui est assez terrible parce que c'est quand même de l'argent qui appartient aux Afghans. Il y a même quelqu'un qui avait soumis l'idée de donner cet argent aux victimes du 11 septembre, alors que les talibans n'ont rien à voir dans l'histoire du 11 septembre. Je pense qu'ils n'ont absolument pas été au courant que ça se préparait. Et puis, ils ne sont absolument pas reconnus par la communauté internationale. Donc, à ce moment-là, ils ont commencé à se braquer et l'aile dure des talibans a repris le dessus. Et j'ai une amie qui a rencontré Karzai il y a 1 an et qui lui a dit qu'il avait été envoyé en mission par les talibans en 2 mots, vous nous redonnez notre argent, vous nous reconnaissez, nous, on lève la pression sur les femmes. Donc ça, c'est vraiment terrible. Et puis moi, il y a quelque chose qui me choque terriblement, parce que depuis le retour des talibans, on sait très bien qu'est-ce qui va arriver pour les femmes. Et je n'ai vu aucune manifestation dans le monde de soutien à ces femmes afghanes. Et ça, je ne comprends pas. Il y en a eu pour l'Iran, il y en a eu pour les femmes iraniennes, et c'est vrai que... Mais l'Afghanistan, de manière générale, est un conflit qui maintenant est vraiment en toile de fond, en arrière-plan, par rapport à ce qui peut se passer ailleurs. Oui, mais c'est terrible, parce que l'Iran, la condition des femmes est terrible, mais en Afghanistan, c'est hallucinant. Et personne n'a bougé. Et ça, c'est terrible, parce qu'on se dit toujours, il y aurait des manifestations, peut-être en France, aux États-Unis et tout. Le rapport, quand même, des dirigeants par rapport aux talibans, tout ça, ça rentre en jeu à un moment donné. Et puis, j'ai toujours eu beaucoup de peine pour les Afghans, parce qu'en y allant souvent, les gens m'ont toujours dit, dans chaque famille, on a eu des morts, on a tous été touchés. Et puis, il y a 2 choses fondamentales qui sont arrivées dans les 50 dernières années dans le monde. C'est la chute du communisme, donc la chute de l'URSS. L'URSS chute quand l'armée russe doit se retirer d'Afghanistan. Ils se retirent donc en février 89. La chute du mur de Berlin, novembre 89. Donc la chute du communisme ou de l'Union soviétique prend sa source en Afghanistan. Et quand les Russes envahissent l'Afghanistan, les Américains disent c'est formidable, on va leur faire notre Vietnam. Et donc ils vont aider. Donc les pauvres Afghans, ils ont été un enjeu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en Afghanistan que s'est développé le terrorisme islamique. Donc les gens, parce que quand il y a le 11 septembre, on va taper sur l'Afghanistan. Et encore une fois, c'est certain que les talibans n'étaient pas au courant de ce que préparait Ben Laden. Il l'hébergeait pour plein de raisons, parce qu'il a combattu contre les Russes. Et puis plus, Olivier en parlait, l'accueil afghan. Le sens de l'accueil, le sens de la, oui. Et donc, ce deuxième élément essentiel de ces dernières années, c'est aussi développé en Afghanistan, sur le dos des Afghans qui ont pris la répercussion de cela sans en avoir été acteurs. Bon. Benjamin, il y a eu une exposition de ce travail qui s'est terminée fin novembre. Il y a un livre aussi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a un livre qui est paru aux éditions de juillet, et donc ce film que vous pouvez toujours voir, Cœur de pierre, sur Netflix en ce moment, au catalogue français, que je recommande fortement. Comme je disais, il y a une espèce d'écriture brute, il y a un effacement des 2 auteurs, un petit peu comme Depardon dans Profil paysan, c'est pour ça que je le citais, ou Façon striptease, donc une série docu que j'adorais, cette série belge. Et petit côté en thérapie, parce que le principal protagoniste se confie beaucoup aussi à un psychologue. On le suit sur plusieurs années dans son parcours pour
s'insérer en France et dans le cursus pédagogique. On voit que c'est long, que c'est ardu. On voit aussi son retour au pays, plus ou moins bien accepté par son grand-père, avec sa mère. C'est des images très fortes, filmées avec beaucoup de pudeur.